Chapitre 13 de Heidi, une histoire pour les enfants et pour ceux qui les aiment, par Johanna Spyri. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Caroline Sophie. Chapitre 13. Le samedi soir, à l'Alpe. Monsieur Sesemann remonta vivement excité au premier étage et se dirigea tout droit vers la chambre à coucher de mademoiselle Rottenmeier. Il frappa à la porte avec une énergie si inaccoutumée que l'habitante de la chambre se réveilla en sursaut en poussant un cri. Elle entendit derrière la porte la voix de monsieur Sesemann. « Je vous prie de vous dépêcher, de descendre à la salle à manger. Il y a des préparatifs de départ à faire. » Mademoiselle Rottenmeier regarda sa montre. Il était 4h30 du matin. Jamais de sa vie elle ne s'était levée à pareille heure. Que pouvait-il bien s'être passé? Dans son anxiété et son agitation, elle prenait toutes ses affaires à l'envers et n'avançait pas dans sa toilette, car dès qu'elle avait un vêtement sur le corps, elle se mettait à le chercher dans toute la chambre. Pendant ce temps, M. Sesemann parcourait le corridor, tirant de toutes ses forces l'une après l'autre les sonnettes destinées à appeler les différents domestiques. On aurait pu voir alors, dans chaque mansarde, une forme effrayée sauter à bas du lit et, dans sa hâte, enfiler ses habits de travers, car aucun d'eux ne mit en doute que le fantôme n'eût empoigné le maître de la maison et que le coup de sonnette ne fût un signal d'alarme. Ils descendirent donc, tous plus consternés les uns que les autres, et furent fort étonnés de trouver M. Sesemann, sain et sauf, arpentant la salle à manger de long en large, et n'ayant point du tout l'air d'un homme qu'un fantôme aurait empoigné. Jean fut envoyé sur-le-champ à l'écurie pour préparer les chevaux et la voiture. Tinette reçut l'ordre de réveiller immédiatement Heidi et de la mettre en état de faire un voyage. Sébastien fut chargé de courir à la maison où la cousine de Heidi était en service et de la ramener tout de suite. Pendant ce temps, mademoiselle Rottenmeier était venue à bout de sa toilette et chaque chose était à sa place, si ce n'est son bonnet qu'elle avait mis de travers. Aussi, de loin, aurait-on dit qu'elle avait la figure derrière le dos. M. Sesemann attribua cette apparence énigmatique à un réveil trop matinal et passa sans plus tarder aux affaires pressantes qui l'occupaient. Il déclara à mademoiselle Rottenmeier qu'elle eut sur-le-champ à se procurer une malle et à emballer tout ce qui appartenait à la petite Suissesse. C'est ainsi qu'il appelait presque toujours Heidi, dont le nom ne lui était pas très familier, en y joignant une bonne partie des effets de Clara, afin que l'enfant pût emporter chez elle quelques bons vêtements. Mais tout cela devait être exécuté promptement et sans hésitation. La stupéfaction de mademoiselle Rottenmeier fut telle qu'elle resta comme clouée à la même place, regardant fixement M. Sesemann. Elle s'était préparée à recevoir la confidence de quelque terrible histoire de revenant qui se serait passée pendant la nuit et qu'elle n'aurait pas du tout été fâchée d'entendre en plein jour. Au lieu de cela, elle recevait des ordres non seulement très prosaïques, mais de plus fort incommodes. Aussi ne pouvait-elle pas surmonter son étonnement. Elle restait toujours là, sans parler, attendant des explications. Mais M. Sesemann n'avait pas l'intention d'en donner. Il la laissa où elle était et se rendit à la chambre de sa fille. Comme il s'y attendait bien, Clara avait été réveillée par tout ce bruit inaccoutumé dans la maison et prêtait l'oreille pour tâcher de saisir ce qui se passait. Son père s'assit à côté de son lit et lui fit toute l'histoire de l'apparition du revenant. Il lui raconta que le docteur avait déclaré Heidi très malade et avait même dit qu'elle pousserait toujours plus loin ses promenades nocturnes et finirait peut-être par monter jusque sur le toit de la maison, ce qui deviendrait extrêmement dangereux. C'est pourquoi M. Sesemann avait résolu de la renvoyer tout de suite à la maison, ne voulant pas prendre sur lui une pareille responsabilité. Quant à Clara, elle devait prendre son parti de la chose, puisqu'elle voyait bien qu'il ne pouvait pas en être autrement. Clara fut douloureusement surprise de cette communication et commença tout de suite à chercher des expédients. Ce fut inutile.
Le père demeura inébranlable dans sa décision, mais il promit à sa fille de la mener en Suisse l'année suivante si elle voulait être raisonnable et ne pas faire de scènes de désespoir. Clara se soumit donc à la nécessité, mais elle demanda qu'en compensation on apportât la malle de Heidi dans sa chambre pour qu'elle pût y mettre ce qui lui ferait plaisir. Le père y consentit volontiers et l'engagea même à rassembler pour Heidi un joli petit trousseau. Sur ces entrefaites, la cousine Dete était arrivée et attendait fort intriguée dans l'antichambre. Il fallait qu'il se passât quelque chose d'extraordinaire pour qu'on fût venu la chercher à une heure aussi inaccoutumée. M. Sesemann sortit pour lui parler et lui expliqua ce qu'il en était de Heidi, en ajoutant qu'il la priait de l'emmener à la maison le jour même. La cousine fut très déçue. Elle ne s'était pas attendue à une pareille nouvelle. Elle se souvenait encore fort bien des dernières paroles de l'oncle, lorsqu'il lui avait crié de ne jamais reparaître devant lui. Comment maintenant lui ramener l'enfant pour la seconde fois, après être venu la lui reprendre? La chose ne lui parut pas du tout prudente. Aussi n'eut-elle pas besoin de réfléchir longtemps. Elle expliqua avec sa loquacité habituelle qu'il ne lui était malheureusement pas possible de partir ce jour-là. Le lendemain, il y fallait encore moins songer. Les jours suivants, ce serait de toute impossibilité à cause de ses occupations, et après, elle ne pourrait plus du tout faire ce voyage. M. Sesemann comprit tout de suite ce langage et congédia la cousine sans un mot de plus. Il fit ensuite venir Sébastien, auquel il ordonna de s'équiper sur-le-champ pour un voyage, car il allait accompagner l'enfant chez elle en s'arrêtant ce soir-là à Bâle. Le lendemain, il atteindrait sa destination et pourrait revenir de suite, n'ayant à s'acquitter d'aucun message. Une lettre donnerait au grand-père les explications nécessaires. « J'ai encore une chose très importante à te recommander, Sébastien, » conclut M. Sesemann, « et prends garde de t'en acquitter ponctuellement. Voici ma carte, où j'ai écrit l'adresse d'un hôtel que je connais à Bâle. Tu la présenteras en arrivant, et on t'indiquera une bonne chambre pour la petite. Pour ce qui te concerne, tu t'arrangeras toi-même. Mais la première chose que tu feras sera d'aller dans la chambre de l'enfant et d'assujettir les fenêtres, de manière à ce qu'on ne puisse les ouvrir qu'avec la plus grande force. Quand l'enfant sera au lit, tu fermeras la porte à clef en dehors, car elle se promène pendant la nuit et pourrait courir des dangers dans une maison étrangère si elle descendait par hasard ouvrir la porte d'entrée. As-tu compris ? » « Ah ah, c'était donc ça !» s'écria alors Sébastien, au comble de la stupéfaction. La lumière venait de se faire tout à coup dans son esprit au sujet des apparitions de revenants. « Oui, c'était ça. Et toi, tu n'es qu'un poltron. Tu n'as qu'à dire la même chose de ma part à Jean. Vous faites tous ensemble un fameux renfort. » Là-dessus, M. Sesemann se rendit à sa chambre et s'assit pour écrire au vieux de l'Alpe. Sébastien était demeuré confondu au milieu de la salle à manger et se répéta à plusieurs reprises à lui-même. « Si seulement je ne m'étais pas laissé tirer par ce grand poltron de Jean, quand il s'est enfermé à double tour, et que j'eusse suivi la petite forme blanche. Bien sûr, c'est ce que je ferais si c'était à recommencer, ajouta-t-il, car dans ce moment, un brillant soleil éclairait chaque recoin de la chambre. Heidi, qui ne se doutait de rien, était toute prête dans sa robe du dimanche et attendait de voir ce qui allait se passer, car Tinette s'était contentée de la secouer pour la réveiller, de sortir ses vêtements de l'armoire et de l'habiller sans mot dire. Jamais elle ne parlait à Heidi, trouvant que c'était au-dessous d'elle. M. Sesemann, tenant sa lettre à la main, entra dans la salle à manger où le déjeuner était servi et demanda « Où est l'enfant ?» On appela Heidi. Lorsqu'elle s'avança vers M. Sesemann pour lui dire bonjour, il fixa sur elle un regard interrogateur. « Eh bien, que dis-tu de tout cela, ma petite ?» Heidi le regardait tout étonnée. « Je vois que tu ne sais encore rien, » fit-il en riant. « Eh bien, tu vas retourner à la maison aujourd'hui, tout de suite. »« À la maison ?» répéta Heidi, en devenant toute pâle et sans pouvoir respirer pendant un grand moment, tant ce mot lui avait saisi le cœur. « Est-ce que peut-être tu ne voudrais pas partir ?» lui demanda M. Sesemann en souriant. « Oh oui, je veux bien. »
put-elle enfin articuler, et cette fois, elle était devenue toute rouge. Bien, bien, ajouta-t-il en s'asseyant et faisant signe à Heidi d'en faire autant. Maintenant, tu vas prendre un bon déjeuner. Ensuite, tu n'auras plus qu'à monter dans la voiture et tu seras partie. Mais elle ne pouvait pas avaler une bouchée, malgré tous ses efforts pour obéir. Elle était dans un tel état d'excitation qu'elle ne savait plus si elle dormait ou si elle veillait, et si elle n'allait pas au réveil se retrouver en chemise de nuit sur le seuil de la porte d'entrée. « Il faut que Sébastien emporte des provisions en abondance !» cria M. Sesemann à Mlle Rottenmeier qui entrait. « Cette petite ne peut pas manger, ça se comprend. Monte vers Clara, jusqu'à ce que la voiture soit là, » ajouta-t-il avec bonté en se tournant vers Heidi. C'était tout ce qu'elle désirait, et elle monta sur-le-champ. Au milieu de la chambre de Clara, elle trouva une immense malle dont le couvercle était encore ouvert. « Viens vite, Heidi, viens !» lui cria Clara en l'apercevant. « Regarde ce que j'ai fait emballer pour toi. Est-ce que cela te fait plaisir ?» Et elle lui énuméra une quantité de choses, des robes, des tabliers, des mouchoirs, des fournitures de couture. « Et puis, regarde ce que j'ai ici !» ajouta-t-elle en élevant triomphalement un panier au-dessus de sa tête. Heidi y jeta un coup d'œil et fit un saut de joie en voyant 12 beaux petits pains bien blancs, tous pour la grand-mère. Au milieu de leur joie, les enfants oubliaient que le moment de la séparation approchait, lorsque, tout d'un coup, on cria d'en bas. « La voiture est prête !» On n'avait plus le temps de se désoler. Heidi courut encore à sa chambre pour y prendre le beau livre de la grand-maman. Personne ne pouvait la voir emballé, puisqu'elle le tenait sous son oreiller, ne voulant s'en séparer ni jour ni nuit. Elle le mit dans le panier par-dessus les petits pains, puis elle ouvrit son armoire pour chercher encore quelque chose qu'on ne devait pas non plus avoir emballé. En effet, il était encore là, dans un coin, ce vieux mouchoir rouge que Mademoiselle Rottenmeier avait trouvé trop laid pour le mettre dans la malle. Heidi s'en servit pour envelopper un autre objet et posa le tout dans le panier par-dessus le reste. Enfin, elle mit son beau chapeau et quitta la chambre. Les deux enfants eurent tout juste le temps de se dire adieu, car M. Sesemann attendait déjà dans le corridor pour accompagner Heidi jusqu'à la voiture. Mademoiselle Rottenmeier se tenait debout au haut de l'escalier pour prendre congé d'elle. Dès qu'elle aperçut le paquet rouge, elle l'arracha du panier et le jeta à terre. « Non, vraiment, Adélaïde, » dit-elle d'un ton de reproche, « ce n'est pas ainsi que tu sortiras de cette maison. Tu n'as pas besoin de traîner des choses pareilles après toi. Et maintenant, adieu. » Après une défense aussi catégorique, Heidi n'osait pas ramasser son petit paquet. Mais elle regarda M. Sesemann d'un air suppliant, comme si on lui avait ravi son plus cher trésor. « Non, non, » déclara-t-il d'un ton péremptoire, « cette petite emportera ce qui lui fait plaisir, et quand elle traînerait après elle des petits chats ou des tortues, nous ne nous exciterons pas pour tout cela, mademoiselle Rottenmeier. » Les yeux de l'enfant brillèrent de joie et de reconnaissance, et elle se hâta de ramasser son paquet. Quand elle fut en bas, M. Sesemann lui tendit la main et lui souhaita un bon voyage, en ajoutant quelques paroles affectueuses pour l'assurer que lui et sa fille penseraient souvent à elle. Heidi le remercia de toutes les bontés qu'on avait eues pour elle, et n'oublia pas non plus d'envoyer beaucoup de salutations au docteur, et de le faire bien remercier, car elle s'était souvenue que le soir auparavant, il lui avait dit « Demain, tout ira bien ». Or, cette promesse était réalisée, et Heidi pensait bien qu'il y était pour quelque chose. On l'aida ensuite à monter dans la voiture, le panier et le sac de provisions vinrent ensuite. Sébastien monta le dernier. Puis M. Sesemann cria encore une fois « Bon voyage !» et la voiture partit. Un peu plus tard, Heidi se trouva installée dans un wagon, tenant sur ses genoux le panier qu'elle ne voulait pas quitter un instant, car il contenait les précieux petits pains pour la grand-mère, et Heidi voulait les surveiller elle-même et se réjouir de temps en temps à leur vue. Elle demeura silencieuse pendant plusieurs heures. Elle commençait seulement à réaliser qu'elle était bien réellement en route pour retourner à l'Alpe, vers le grand-père,
la grand-mère et Pierre le chevrier, et elle se représentait l'une après l'autre toutes les choses qu'elle allait revoir, et se demandait comment elle les retrouverait. Ses pensées en amenèrent d'autres, et tout à coup, elle s'écria pleine d'inquiétude. « Sébastien, n'est-ce pas, la grand-mère sur l'Alpe n'est pas morte ?»« Non, non, » répondit-il pour la tranquilliser. « Espérons que non, elle est sûrement encore en vie. » Heidi retomba dans sa rêverie. De temps en temps seulement, elle regardait dans le panier, car elle pensait sans cesse au moment où elle poserait les petits pains sur la table de la grand-mère. Au bout d'un certain temps, elle reprit. « Sébastien, si seulement on pouvait être sûr que la grand-mère est encore en vie. »« Mais oui, certainement, » répondit son compagnon, qui dormait à moitié. « Elle est sûrement en vie. Je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas. » Au bout d'un moment, le sommeil vint aussi fermer les paupières de Heidi. Elle avait un tel besoin de dormir après sa nuit agitée et son lever matinal qu'elle ne se réveilla qu'en se sentant secouée par le bras. « Réveillez-vous, réveillez-vous » lui cria Sébastien. « Il faut descendre, nous sommes à Bâle. » Le matin suivant, ils poursuivirent leur voyage qui dura encore bien des heures. Heidi était, comme la veille, assise dans un coin du wagon avec son panier sur les genoux, n'ayant voulu à aucun prix le confier à Sébastien. Mais elle ne disait plus un seul mot. Elle était absorbée dans une attente qui grandissait d'heure en heure. Puis, tout d'un coup, au moment où elle n'y pensait plus, retentit le cri de Mayenfeld. Elle sauta promptement à bas de son siège, ainsi que Sébastien, qui avait aussi été pris par surprise. Un instant après, ils étaient descendus, la malle aussi, et le train disparaissait en sifflant dans la vallée. Sébastien le regarda s'éloigner d'un œil mélancolique. Il aurait bien mieux aimé pouvoir continuer le voyage, sans peine et sans danger, que d'être obligé d'entreprendre une expédition à pied qui devait se terminer par l'ascension d'une montagne, d'autant plus qu'il se la représentait comme très difficile et pleine de dangers dans ce pays où, à son idée, tout devait être encore à moitié sauvage. Aussi commença-t-il par chercher des yeux quelqu'un qui pût le renseigner sur la route la plus sûre pour monter à Drfli. Non loin de la station du chemin de fer, il découvrit un petit char à échelle attelé d'un maigre cheval. Un homme, à larges épaules, était occupé à charger sur le char 2 gros sacs qui étaient arrivés par le train. Sébastien s'avança vers lui et lui fit sa demande. « Ici, tous les chemins sont sûrs ?» répondit l'homme. Sébastien demanda alors quelle route il fallait prendre pour ne pas risquer de tomber dans des précipices et comment on pourrait faire transporter une malle à Drfli. L'homme regarda la malle, la mesura un instant des yeux et déclara que si elle n'était pas trop lourde, il la prendrait sur sa voiture puisqu'il allait lui-même audit village. Puis, une parole en amenant une autre, tous deux tombèrent enfin d'accord que l'homme se chargerait de l'enfant et de la malle et que la petite trouverait bien quelqu'un au village pour l'accompagner à l'Alpe. « Je peux très bien aller seule, je connais bien le chemin de Drfli à l'Alpe » interrompit Heidi, qui avait suivi ces arrangements avec la plus grande attention. Sébastien fut soulagé d'un grand poids en se voyant délivré de l'ascension qu'il avait eue en perspective. Il fit signe à Heidi et, la tirant mystérieusement à l'écart, il lui remit un rouleau très pesant et une lettre pour le grand-père, en lui expliquant que le rouleau était un présent de M. Sesemann, mais qu'il fallait le cacher au fond de son panier, dessous les petits pains, et faire bien attention de ne pas le perdre, sans quoi M. Sesemann serait terriblement fâché et ne l'oublierait jamais de toute sa vie. « Je ne le perdrai pas » répondit Heidi avec assurance, et elle cacha le rouleau et la lettre tout au fond de son panier. Ensuite, on chargea la malle sur le char, Sébastien aida Heidi à monter sur le siège élevé, lui tendit la main en lui disant adieu, et lui fit encore toutes sortes de signes pour lui rappeler de veiller sur le contenu du panier, car le conducteur était tout près d'eux, et Sébastien était prudent, surtout maintenant qu'il sentait bien qu'il aurait dû accompagner lui-même l'enfant jusqu'à sa destination.
Le conducteur s'assit d'un bond sur le siège, à côté de Heidi, et le char se mit en marche dans la direction de la montagne, tandis que Sébastien, enchanté d'être débarrassé de l'ascension tant redoutée, s'asseyait devant la station pour attendre le retour d'un train. Le conducteur du char était le boulanger de Drfli qui était descendu chercher ses sacs de farine. Il n'avait jamais vu Heidi, mais comme tout le monde au village, il avait entendu parler de l'enfant que Dete avait amené chez le vieux de l'Alpe. De plus, ayant connu les parents de Heidi, il s'était tout de suite dit qu'il avait affaire à l'enfant en question. Il s'étonnait seulement un peu de la voir revenir si vite, et tout en conduisant sa bête, il entama une conversation avec Heidi. « Tu es sûrement la petite qui demeurait là-haut, chez le vieux de l'Alpe, chez le grand-père ?»« Oui. »« Alors, tu ne t'es pas trouvée bien là-bas, puisque tu reviens déjà de si loin ?»« Au contraire, j'étais très bien. Personne ne pourrait être mieux que je n'étais à Francfort. »« Pourquoi donc te sauves-tu à la maison ?»« Seulement parce que M. Sesemann me l'a permis, sans quoi je ne me serais pas sauvée à la maison. »« Bah, pourquoi n'as-tu pas mieux aimé rester là-bas, quand même on t'a permis de revenir ?»« Parce que j'aime 1000 fois mieux être là-haut chez le grand-père que partout ailleurs dans le monde. »« Tu ne diras pas cela quand tu y seras, » grommela le boulanger. « Cela m'étonne pourtant, » continua-t-il à part lui. « Elle doit savoir comment il y fait. » Puis il se mit à siffler et ne dit plus rien, tandis que Heidi regardait tout autour d'elle et commençait à être saisie d'un tremblement intérieur à mesure qu'elle reconnaissait les arbres au bord de la route et les pointes du Falknis qui la regardaient et semblaient lui dire bonjour comme de bons et vieux amis. Heidi leur rendait leur salut et son émotion croissait à chaque pas. Il lui semblait qu'elle devrait sauter hors de la voiture et courir de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle fût en haut. Elle demeura cependant tranquille sur le siège, mais tout son corps tremblait d'émotion. Enfin, ils firent leur entrée à Drfli au moment où la cloche sonnait 5 heures. En un clin d'œil, un groupe nombreux de femmes et d'enfants se rassemblèrent autour du char. 2 ou 3 voisins s'y joignirent aussi, car la malle et l'enfant sur le char du boulanger avaient éveillé l'attention de tous les gens du voisinage, et chacun voulait savoir d'où venaient l'un et l'autre, où ils allaient et à qui ils appartenaient. Lorsque le boulanger eut déposé Heidi à terre, elle se hâta de dire « Merci, le grand-père viendra chercher la malle » et voulut s'éloigner en courant. Mais elle fut retenue de tous les côtés, et des voix nombreuses lui adressèrent toutes à la fois des questions différentes. Heidi avait l'air si angoissée en cherchant à se frayer un passage à travers tout ce monde qu'involontairement on lui fit place et on la laissa courir. Quand elle fut loin, ils se dirent les uns aux autres « Tu vois bien comme elle a peur. Il y a bien de quoi. » Et ils se mirent à raconter que depuis une année le vieux de l'Alpe était devenu plus sombre encore qu'auparavant, qu'il ne disait plus un mot à personne et avait l'air de vouloir tuer quiconque viendrait sur son chemin, et que si cette enfant avait dans ce monde un lieu où elle pût aller, elle ne retournerait pas ainsi dans ce vieux nid de dragon. Mais ici, le boulanger vint à son tour se mêler à la conversation, en disant qu'il en savait probablement plus long qu'eux là-dessus. Il raconta alors d'un ton mystérieux qu'un monsieur avait amené la petite jusqu'à Mayenfeld et avait pris congé d'elle très aimablement. Il l'avait payée sans marchander pour le transport de la malle et de l'enfant et avait même ajouté un pourboire. Du reste, il pouvait affirmer que la petite s'était trouvée très bien où elle était et que c'était elle-même qui avait demandé à revenir chez le grand-père. Cette nouvelle causa un grand étonnement et se répandit aussitôt dans tout Drfli, de sorte que, le soir même, il n'y avait pas une maison du hameau où l'on ne parlât de Heidi, qui, du sein de tout son bien-être, avait demandé à revenir chez le grand-père. En quittant Drfli, Heidi s'était mise à gravir la montagne en courant aussi vite qu'elle pouvait. Cependant, de temps à autre, il lui fallait s'arrêter pour reprendre haleine, car son panier pesait lourdement à son bras, et le sentier devenait toujours plus rapide à mesure qu'on montait.
Heidi n'avait plus qu'une pensée. La grand-mère sera-t-elle encore assise à son rouet dans le coin de la petite chambre? N'est-elle point morte pendant ce temps? Tout à coup, la cabane apparut à ses regards dans la combe au-dessous du pâturage. Son cœur commença à battre, et plus elle courait, plus il battait fort. Elle est en haut. Ses mains tremblent tellement qu'elle peut à peine ouvrir la porte. Enfin, elle s'élance d'un bond dans la petite chambre et s'arrête hors d'haleine, sans pouvoir prononcer une parole. « Ah, mon Dieu !» dit une voix dans l'angle de la chambre. « C'est comme ça que notre Heidi entrait toujours. Si seulement je pouvais la voir auprès de moi, encore une fois dans ma vie. » Qui est entré? « Me voici, grand-mère, me voici !» s'écria alors Heidi, et s'élançant vers la grand-mère, elle s'agenouilla devant elle, lui prit les bras, les mains, se serra contre elle, incapable de parler dans l'excès de sa joie. Au premier moment, la grand-mère fut tellement saisie qu'elle ne put pas non plus prononcer une parole, puis, passant une main caressante sur les cheveux crépus de Heidi, elle répéta à plusieurs reprises. « Oui, oui, ce sont ses cheveux, c'est bien sa voix. Ô mon Dieu, tu as permis que je vécusse jusqu'à ce jour. » Et de ses yeux éteints, 2 grosses larmes de joie tombèrent sur la main de l'enfant. « Est-ce bien toi, Heidi? Est-ce bien sûr que c'est toi? »« Oui, oui, bien sûr, grand-mère !» s'écria-t-elle alors. « Ne pleure plus. Maintenant je suis revenue. Je viendrai tous les jours vers toi. Je ne m'en irai plus jamais. Et pendant bien, bien des jours, tu ne mangeras plus du pain noir. Vois-tu, grand-mère? Vois-tu ?» Et Heidi sortit, l'un après l'autre, les petits pains du panier et les empila tous les 12 sur les genoux de la grand-mère. « Ah, mon enfant, quelle bénédiction tu m'apportes !» répétait-elle à mesure qu'un nouveau petit pain venait s'ajouter aux autres. « Mais c'est toi qui es ma plus grande bénédiction, mon enfant. » Puis, passant encore une fois la main sur les cheveux crépus de Heidi et caressant ses joues en feu, elle reprenait. « Dis-moi encore quelque chose, enfant, dis-moi encore quelque chose, que je puisse t'entendre. » Heidi lui raconta alors quelles terribles angoisses elle avait éprouvées depuis qu'il lui était venu à la pensée que la grand-mère pouvait mourir pendant son absence, sans avoir eu les petits pains blancs et sans que Heidi eût pu la revoir. À ce moment, la mère de Pierre entra et demeura un moment immobile de surprise. Puis elle s'écria. « Vraiment, c'est Heidi! Comment cela se peut-il ?» Heidi se leva et lui tendit la main. Brigitte ne revenait pas de son étonnement en lui voyant si bon air. Elle tournait autour d'elle en disant « Grand-mère, si seulement tu pouvais voir quelle jolie robe a Heidi et quel air elle a! On ne la reconnaît presque plus. Et ce joli petit chapeau à plumes sur la table est aussi à toi? Mets-le un peu, que je vois comme il te va. »« Non, je ne veux pas, » déclara Heidi. « Tu peux le garder. Je n'en ai plus besoin. J'ai encore le mien. » En détachant le mouchoir rouge, elle en sortit son vieux chapeau, qui avait été encore bien maltraité pendant le voyage. Elle ne s'en inquiétait guère, seulement elle n'avait pas oublié qu'à son départ de l'Alpe, les dernières paroles du grand-père avaient été qu'il ne voulait pas la revoir avec un chapeau à plumes. C'est pourquoi elle avait si soigneusement conservé le vieux en vue de son retour chez le grand-père. Brigitte l'assura qu'elle était bien nigaude de ne plus vouloir ce beau chapeau. Quant à elle, elle ne le garderait certainement pas, et si Heidi ne voulait pas le porter, on pourrait le vendre à quelqu'un, à la fille du régent peut-être, et en retirer encore beaucoup d'argent. Mais Heidi n'en demeura pas moins inébranlable dans son premier dessein, et déposa tout doucement le chapeau à plumes derrière la grand-mère, dans un coin où il était bien caché. Puis, elle ôta lestement sa belle robe, noua le mouchoir rouge par-dessus son corsage à manches courtes, et dit en prenant la main de la grand-mère. « À présent, il faut que j'aille à la maison, vers le grand-père. Mais demain je reviendrai vers toi. Bonne nuit, grand-mère. »« Oui, reviens demain, Heidi, reviens demain, » dit la bonne vieille, qui serrait la main de l'enfant dans les siennes et ne pouvait se décider à la laisser partir. « Pourquoi as-tu ôté ta belle robe ?» demanda Brigitte.
parce que j'aime mieux arriver ainsi chez le grand-père, sans quoi il ne me reconnaîtrait peut-être plus. Toi non plus, tu ne m'as pas reconnue avec cette robe. » Brigitte la suivit jusque sur le seuil de la cabane et lui dit encore d'un ton mystérieux. « Tu aurais bien pu garder ta robe, il t'aurait assez reconnue. Mais du reste, tu feras bien d'être sur tes gardes. Pierre dit que le vieux est toujours de mauvaise humeur maintenant et qu'il ne parle plus jamais. » Heidi lui souhaita une bonne nuit et se mit à gravir l'Alpe, son panier au bras. Le soleil du soir illuminait les verts pâturages au-dessus desquels le Chiesa Plana dressait ses grands champs de neige éblouissantes. À chaque pas, l'enfant était obligé de s'arrêter pour pouvoir regarder, car, à la montée, elle avait toutes les hautes montagnes derrière elle. Tout à coup, une lueur rouge s'étendit sur le gazon, à ses pieds. Elle se retourna. Même dans ses rêves, elle n'avait pas gardé le souvenir d'une pareille magnificence. Les pics du Falknis flamboyaient dans le ciel. Les neiges éternelles étaient en feu, et au-dessus d'elles flottaient des nuages roses. L'herbe des pâturages brillait d'une teinte dorée. Un éclat incomparable faisait étinceler tous les rochers environnants, et la vallée, au loin, semblait noyée dans l'or et la lumière. Heidi demeurait immobile, au milieu de toute cette splendeur, et des larmes de joie et de ravissement coulaient le long de ses joues. Elle joignit les mains, et, regardant au ciel, elle remercia à haute voix le bon Dieu qui l'avait ramenée à la maison et lui avait rendu toutes ces choses si belles, plus belles encore qu'elle ne l'aurait cru. Elle se sentait si riche, si heureuse, au sein de cette grande magnificence, qu'elle ne trouvait plus de paroles pour remercier assez Dieu. Lorsque la lumière se fut peu à peu éteinte, Heidi se décida enfin à se remettre en route. Elle gravit alors le sentier en courant, et bientôt elle put apercevoir le sommet des sapins au-dessus du toit, puis le toit lui-même, puis le chalet tout entier. Et sur le banc était assis le grand-père qui fumait sa pipe. Et le vent du soir, passant dans les vieux sapins, les faisait gémir et s'incliner sur le chalet. Heidi accéléra sa course. Avant que le grand-père eût eu le temps de bien voir qui approchait, elle s'élança vers lui et, jetant son panier à terre, elle entoura le vieillard de ses 2 bras et, dans l'émotion du revoir, ne put qu'articuler à plusieurs reprises. « Grand-père! Grand-père! Grand-père !» Le grand-père non plus ne pouvait parler. Pour la première fois depuis des années, ses yeux étaient humides, et il dut y passer la main pour essuyer des larmes. Alors, il détacha de son cou les bras de l'enfant qui le tenait embrassé, et, l'asseyant sur ses genoux, il la considéra un moment en silence. « Tu es donc revenue à la maison, Heidi, » dit-il enfin. « Comment cela? Tu n'as pas trop l'air d'une belle demoiselle. Est-ce qu'ils t'ont renvoyée? » « Oh non, grand-père, » répondit-elle vivement. « Il ne faut pas croire cela. Ils étaient tous si bons, Clara, la grand-maman et M. Sesemann. Mais vois-tu, grand-père, je ne pouvais presque plus attendre pour revenir vers toi à la maison. Et bien des fois, j'ai cru que j'étoufferais tant cela m'étranglait. Mais je n'ai rien dit, parce que j'aurais été ingrate. Et voilà que, tout à coup, un matin, M. Sesemann m'a appelé de très bonne heure. Seulement, je crois que c'est le docteur qui était en cause. Mais c'est peut-être tout dans la lettre. » Et Heidi sauta à terre, chercha au fond du panier la lettre et le rouleau, et les mit dans la main du grand-père. « Ceci t'appartient, » dit-il, en posant le rouleau sur le banc. Puis il ouvrit la lettre et la lut jusqu'au bout. Quand il eut fini, il la mit, sans mot dire, dans sa poche. « Crois-tu que tu puisses encore boire du lait avec moi, Heidi ?» demanda-t-il ensuite en prenant l'enfant par la main pour entrer dans le chalet. «
Mais tiens, prends ton argent. Il y a de quoi t'acheter tout un lit et des vêtements pour 2 ans, au moins. Je n'en ai pas besoin, grand-père, répliqua-t-elle. J'ai déjà un lit, et Clara a emballé tant d'habits dans ma malle que je n'aurai plus jamais besoin d'en acheter. Prends-le, et mets-le dans l'armoire. Tu trouveras bien à l'employer une fois ou l'autre. Heidi obéit et suivit le grand-père dans le chalet. Dans sa joie de retrouver toutes choses au même endroit, elle courait, gambadait dans tous les coins. Et bien vite elle grimpa à l'échelle, mais, arrivée en haut, elle s'arrêta soudain et s'écria d'un ton très désappointé. « Oh, grand-père, je n'ai plus de lit. »« Il se retrouvera assez, » répondit-il d'en bas. « Je ne savais pas que tu voulais revenir. Maintenant, descends boire ton lait. » Heidi descendit et s'assit sur sa haute chaise, à son ancienne place. Elle saisit sa tasse à 2 mains et but si avidement qu'on aurait pu croire qu'elle n'avait jamais rien goûté d'aussi délicieux. Puis, elle reposa la tasse sur la table en poussant un long soupir de soulagement et dit « Grand-père, il n'y a rien au monde d'aussi bon que notre lait. » Soudain, un coup de sifflet aigu retentit à peu de distance. Heidi s'élança comme une flèche hors du chalet. C'était tout le troupeau des chèvres qui redescendait des hauteurs, en sautant et gambadant. Pierre était au milieu de ces bêtes. Dès qu'il aperçut Heidi, il s'arrêta court et demeura comme enraciné à la même place en la regardant fixement et sans dire une parole. Heidi lui cria « Bonsoir, Pierre !» et s'élança au milieu des chèvres. « Blanchette, Brunette, me reconnaissez-vous » Les chèvres avaient sans doute tout de suite reconnu sa voix, car elles vinrent frotter leurs têtes contre elle en bêlant de joie. Heidi les appela l'une après l'autre par leur nom, et toutes se précipitèrent vers elle en se bousculant. L'impatiente Linotte sauta par-dessus 2 autres chèvres pour arriver plus vite, et la timide Bellette elle-même repoussa d'un coup de corne assez déterminé le grand Turc, qui demeura tout surpris de cette hardiesse et leva sa barbe en l'air pour bien montrer que c'était lui. Heidi était hors d'elle de joie en retrouvant toutes ses anciennes compagnes. Elle serrait à chaque instant dans ses bras la tendre petite Bellette et caressait l'impétueuse Linotte. Si bien que les chèvres, à force de tendresse et de démonstration, la firent reculer jusque tout près de Pierre, qui était resté immobile à la même place. « Descends, Pierre, viens donc me dire bonsoir !» lui cria Heidi. « Tu es revenu ?» réussit-il enfin à dire, au comble de la stupéfaction. Alors il s'approcha, prit la main que Heidi lui tendait depuis longtemps et demanda tout de suite, comme autrefois, tous les soirs, en rentrant du pâturage. « Reviendras-tu demain ?»« Non, pas demain, parce que je vais chez la grand-mère, mais peut-être après-demain. »« Tant mieux que tu sois revenu, » dit Pierre, en tordant sa figure dans tous les sens pour témoigner sa satisfaction. Puis, il voulut se remettre en route, mais jamais ces chèvres ne lui avaient donné autant de mal, car à peine fut-il parvenu à force d'appels et de menaces à les réunir autour de lui, qu'elles se retournèrent tout à coup pour courir après Heidi, qui s'éloignait avec Brunette et Blanchette, un bras passé autour du cou de chacune d'elles. Elle fut obligée d'entrer dans la petite étable avec ses 2 chèvres et de fermer la porte sur elle, sans quoi Pierre n'aurait jamais pu partir avec son troupeau. Un instant après, lorsque Heidi rentra dans le chalet, elle trouva son lit installé à l'ancienne place. Le tas de foin était bien épais et tout parfumé, car il venait d'être récolté, et, par-dessus, le grand-père avait soigneusement étendu les draps bien propres. Heidi s'y étendit avec délice et dormit comme elle ne l'avait pas fait depuis 1 année entière. Pendant la nuit, le grand-père quitta au moins 10 fois sa couche pour monter l'échelle et écouter si l'enfant dormait et n'était point agité. Il tâta au-dessus de son lit pour s'assurer que le foin dont il avait bouché la lucarne tenait bien et ne laisserait plus pénétrer les rayons de la lune. Mais Heidi dormit tout d'un trait et ne fit pas un seul pas hors de son lit. Le désir ardent, qui lui avait si longtemps brûlé le cœur, était maintenant satisfait. Elle avait revu les rochers et les montagnes au soleil couchant. Elle avait entendu le vent gémir dans les vieux sapins.
Elle était chez le grand-père, sur l'Alpe. Fin du chapitre 13.